On va commencer. Voilà. Donc, bonjour à tous. Moi, je trouve ça extrêmement désagréable de vous parler sans vous voir. C'est vraiment un truc qui me gêne beaucoup. Mais heureusement, je vois Sophie et j'ai beaucoup de chance de voir Sophie et son beau sourire. Et donc, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions au cours de ma présentation, eh ben, vous puissiez les écrire et qu'on essaye de les répondre au fil de l'eau. En plus, moi, j'ai plein de questions pour vous. Donc, je n'ai pas fait par clap ou machin ou truc bidule là, parce que je ne suis pas très douée sur ces applications-là. Et donc, j'aimerais bien que vous répondiez par le chat, si c'est possible. Voilà. Donc, déjà, il faut que le diaporama passe. Ah oui, voilà. Donc, on va commencer par un cas clinique et puis à partir de là, on va le dérouler. Donc, c'est l'histoire de Madame Laura. Elle est âgée de 23 ans et elle est adressée dans notre service de réanimation. Elle n'a pas d'antécédents particuliers. Elle vit avec son conjoint en appartement. Le 24 septembre, elle est enceinte de 30 semaines d'aménorrhée. Elle est adressée aux urgences en maternité pour protéinurie, quantifiée à 1,9 g par litre. Et puis des tensions artérielles qui sont limite hautes, 140-95. Le bilan réalisé retrouve des plaquettes à 181 000, des azates à 20, des alates inférieures à 9, un TP à 100% et une créatinine à 5 mg par litre. Une échographie obstétricale est réalisée qui retrouve un poids pour l'âge au 3e percentile, un liquide amniotique normal et le Doppler ombilical montre une augmentation de la diastole qui est positive avec égalisation cérébro-placentaire. La longueur humérale et fémorale est au 5e percentile, le poids estimé est de 870 grammes. Donc, elle reçoit une première dose de corticothérapie le lendemain de son admission. Et elle est transférée dans une maternité de niveau 3 où un traitement par l'oxène par voie veineuse est effectué. Son bilan est inchangé les jours suivants, donc le 26, et il est recontrôlé le 28. Et simplement, il y a une augmentation de la protéinurie. Le 29 au matin, donc nous sommes à J5 de son admission en maternité. Elle présente des douleurs épigastriques brutales avec des vomissements. Et puis, le bilan qui est effectué retrouve une augmentation des azates à 460, des alates à 252 et 4 grammes par 24 heures de protéinurie. Du fait de la situation, l'indication de césarienne en urgence au rachis anesthésie est réalisée. Et donc, ça permet la naissance d'une petite fille de 900 grammes avec un saignement total évalué à 300 ml, 330 ml. Donc, ma première question, c'est la prise en charge de cette patiente à ce stade. À votre avis, qu'est-ce qui est exact? Donc là, c'est le transfert en réanimation de cette patiente au poste césarienne pourrait être utile. Le motif de transfert serait prééclampsie. Un bilan complet comportant un bilan hépatique et rénal suffit. Une imagerie hépatique et des voies urinaires n'est pas nécessaire. La réalisation d'un ECG est indispensable et celle d'un scanner thoracique également. Moi, je ne vois pas s'ils répondent. Le chat est désactivé. Ah, comment on fait? Il n'a pas l'air puisque il y a une question qui vient d'être posée, le chat est désactivé. Il faut appuyer sur Q et A. Il faut ouvrir? Il faut appuyer en haut à droite sur Q et A. Donc, il y a Musamburabi. Est-ce que tu vois, Mercé, en haut à droite de ton écran, il y a un petit logo avec un Q et un A. Et là-dedans, les étudiants peuvent répondre. Oui, moi, je suis en Q et R. Et donc, je vois Q et R. Baptiste qui dit « Le chat est désactivé ». Rabi qui dit « Le motif était la prééclampsie, le transfert est aussi une bonne idée. A et B ».
A et B. A et B. Vous diriez que A et B. Alors, le transfert en réanimation en post-césarienne, moi, ça me semble indispensable. Le motif de transfert, vous avez raison, ce serait pré-éclampsie. Ouais. Je suis désolée, j'avais mis faux parce que c'était pré-éclampsie, mais voilà. Le bilan comportant bilan rénal, hépatique et coagulolytique, il est utile, mais il n'est pas exclusif. Il faut faire une imagerie hépatique et des voies urinaires du fait de l'altération du bilan hépatique. Il faut faire un ECG, c'est indispensable. Et le scanner, non, il n'est pas indispensable dans l'état actuel des choses. Mais l'ECG, il est indispensable parce que vous avez une symptomatologie digestive aiguë. Et chez la femme enceinte, ça peut aussi être d'origine cardiaque. Donc, il faut quand même faire un ECG chez ces patients. Alors, en post-césarienne, la patiente est transférée en réanimation et à son arrivée, donc elle pèse 68 kg, elle mesure 1,55 m, elle a une fréquence cardiaque à 106, elle a 147,96 de pression artérielle, systolo-diastolique, une fréquence respiratoire à 28, 94 de saturation en air ambiant et 400 ml de diurèse. Il n'y a pas de céphalée ou de flou visuel, il n'y a pas d'acouphène, pas de déficit, pas d'anomalie d'hypercrânienne. Les réflexes ostéotendineux sont vifs, polycinétiques et non diffus. Elle a un score de Glasgow à 15, elle est consciente et orientée. Elle a un abdomen sensible, surtout en hypocondre droit. Elle a une cicatrice de césarienne correcte, il n'y a pas de problème particulier. Et le reste de l'examen est sans particularité. Donc, vous voyez quand même l'importance chez ces patientes de l'examen neurologique. Et l'examen clinique est extrêmement important quand vous les recevez. Et surtout, un examen neurologique qui doit vraiment être complet. Et sur le plan abdominal également, parce que la sensibilité en hypocondre droit peut faire orienter le diagnostic, notamment l'hépatalgie. Le bilan biologique montre une urée à 0,8, une créate à 10, une CRP à 88 avec une PCT à 6,7. La natrémie est un peu abaissée à 134, la kaliémie à 5,2, un peu élevée, le chlore à 106, la phosphorémie à 44, élevée également, magnésium 34, albuminémie à 25 grammes par litre. La natriurèse est verrouillée inférieure à 20. La bili totale sur direct est à 38/12 pour la directe. Et on a des azates à 836, des alates à 320, des plaquettes à 82 000 et une apto à inférieure à 0,15. L'hémoglobine est à 10,5 et le TP est à 66%. Cette dame bénéficie d'un scanner abdominal qui retrouve une discrète lame d'épanchement liquidien intrapéritonéal prédominant en périhépatique et dans les gouttières paracoliques au niveau du pelvis. Il n'y a pas de dilatation des cavités piélo-calicielles. Le foie est de morphologie normale et on a une hypodensité périvésiculaire sans calcul. Ça va? Vous avez intégré? Pardon. Alors, allons-y. Concernant cette patiente, quelles sont les propositions vraies? La patiente présente des critères de gravité. Seule l'hypertension artérielle est un critère de gravité. Une imagerie cérébrale n'est pas indiquée. La recherche d'un foyer infectieux est une urgence du fait des résultats du bilan inflammatoire et la réalisation d'un fond d'œil pourrait être utile. Je vous écoute, enfin je vous lis. Alors, il faut faire monter les vrais. A, C, D, E. E. Notre réponse. AE. Première et dernière. Première et dernière, ACDE. OK. Alors,
Si vous avez face à moi, je vous aurais demandé quels sont les critères de gravité. Elle présente plusieurs critères de gravité, cette femme. Premièrement, elle a des signes neurologiques qui sont cliniques. Elle a des signes biologiques d'hémolyse avec l'apto qui est effondré, l'anémie. Elle a une insuffisance rénale aiguë. Vous avez vu que lors du premier bilan, elle avait 5 de créate. Là, elle a 10 et 0,8 d'urée. Donc, elle a doublé sa créatinine. Et vous avez vu avec Sophie, lors des modifications physiologiques de la grossesse, que du fait de l'augmentation de la volémie chez ces patientes-là, normalement, ont des créatinines qui sont très basses. Et donc, rien que le doublement de sa créatinine est en faveur d'une insuffisance rénale aiguë. Elle a une cytolyse qui est particulièrement importante et qui s'est aggravée de manière majeure par rapport à son bilan initial. Et elle a un TP qui est bas et qui s'est abaissé par rapport à son bilan initial aussi, puisqu'il est à 66%. Donc, il n'y a pas qu'un seul critère de gravité. La gravité, l'hypertension artérielle au-delà de 140 et de 90 est un critère de gravité, hein. Donc, mais ce n'est pas le seul, puisqu'il y a toutes ces atteintes qui sont associées. L'imagerie cérébrale, elle se discute parce qu'elle a des signes neurologiques, et s'il y avait des céphalées et s'il y avait d'autres signes qui apparaissaient, ça pourrait être une indication. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'indication directe d'aller faire une imagerie cérébrale, mais en tout cas, elle peut se discuter, surtout si se surajoutent d'autres signes neurologiques. Alors, la recherche du foyer infectieux est une urgence? Non. En fait, vous savez que la grossesse est un état inflammatoire. Et donc, les patientes, d'autant plus qu'elles ont une agression endothéliale, comme la patiente là actuellement, hein, avec son hémolyse et son atteinte hépatique, ces patientes-là, elles ont toujours une élévation de la CRP, voire une élévation de la PCT. Donc non, ça n'est pas une urgence, c'est un symptôme observé au cours de la grossesse et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas forcément d'origine infectieuse, c'est inflammatoire dans le cadre de la grossesse. Il faut surveiller ce bilan inflammatoire de manière régulière et toute élévation, bien sûr, fera rechercher un foyer infectieux. Et puis, la réalisation du fond d'œil, oui, elle peut être utile. Elle peut être utile parce qu'elle permet de dater l'hypertension artérielle. Dans 98% des cas, ce fond d'œil va être normal parce que l'hypertension artérielle au cours de la prééclampsie ou de l'éclampsie est très aiguë. Cependant, chez certaines patientes, c'est une hypertension artérielle qui pouvait préexister et qui peut s'être aggravée, ou alors qui est préexistant, qui est depuis un certain temps et qui peut avoir un retentissement oculaire. Donc oui, il faut faire un fond d'œil. Bien sûr, on l'a rarement en urgence, mais en tout cas, il faut penser à le demander. Alors, concernant le bilan réalisé chez cette patiente, le bilan est complet. Il permet le diagnostic de HELP avec microangiopathie thrombotique hépatique. Il est inutile de doser le complément et la Adams 13 et il permet d'éliminer un hématome sous-capsulaire du foie. Une évaluation cardiaque est indispensable. À votre avis? C, AC, B. Peut-être que tu peux nous remettre le bilan. Je vous remets le bilan. Voilà. On y va? BE, B, AC. A, B, C, D, E. Alors, le bilan est complet. Non, il n'est pas complet. Un bilan d'hémolyse complet, il faut faire le dosage des LDH et elles sont particulièrement utiles parce qu'elles vont être
importante dans la surveillance de l'évolution de l'hémolyse chez votre patiente, il faut faire absolument la recherche des schizocytes et donc il faut les demander spécifiquement. Il faut faire la recherche d'une CIVD, là on n'a que le TP, il faut aller les monomères de fibrine et il faut avoir le fibrinogène. Et puis quand on a une hémolyse, il faut faire la recherche d'une carence vitaminique en B12 et en folate qui peut mimer le HELP syndrome. Et puis, bien sûr, il faut la recherche du syndrome néphrotique avec l'albumine, la protéinurie et le dosage, l'électrophorèse des protéines sériques. Le bilan chez cette patiente-là permet le diagnostic de HELP avec une microangiopathie thrombotique, oui, parce qu'on est dans le contexte. Hein. Le HELP, c'est hémolyse, thrombopénie et élévation des enzymes hépatiques. Hein. Donc, on n'a pas le bilan d'hémolyse complet, mais en tout cas, ça permet dans le contexte de faire ce diagnostic. Alors, il est inutile de doser le complément et l'ADAMS 13. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il n'est effectivement pas utile de le doser, mais on verra qu'il peut être utile de le doser secondairement. Et le bilan réalisé permet d'éliminer un hématome sous-capsulaire du foie, oui. Devant la douleur, l'hépatalgie, une cytolyse hépatique, il vous faut aller rechercher cette complication spécifique, soit par une échographie hépatique, soit par un scanner abdominal pour éliminer la rupture hépatique et l'hématome sous-capsulaire du foie. Et puis, il faut faire une évaluation cardiaque chez cette patiente parce que un des diagnostics différentiels a peut-être l'atteinte cardiaque et surtout peut-être éventuel, ça peut être comment ça s'appelle, ça m'échappe, ça me reviendra après, mais c'est la dissection aortique qui peut survenir au cours de la grossesse, qui peut avoir cette symptomatologie horaire digestive et puis qui peut être dans un contexte d'hypertension artérielle. Donc, il faut faire une évaluation cardiaque chez cette patiente et également, il faut aller rechercher son état volémique pour voir un petit peu comment aller sur le plan volémique. Alors, pour ce qui est des admissions obstétricales en réanimation, simplement pour vous montrer, le HELP, c'est à peu près 0,5 à 0,9% de toutes les grossesses. Et ça représente 10 à 20% des cas de prééclampsie sévère qu'on a eu, nous, en hospitalisation au cours d'une dizaine d'années. Et dans 70% des cas, c'est avant l'accouchement, donc entre 27 et 37 semaines d'aménorrhée. D'accord? Donc actuellement, ce qu'on a le plus, c'est les MAT et le HELP. D'accord? L'éclampsie est de moins en moins fréquente en tant que motif d'admission parce que les femmes sont beaucoup mieux suivies qu'elles n'étaient précédemment. La prééclampsie, c'est la deuxième étiologie avec l'hémorragie de la délivrance. D'accord? Les états septiques sont très rares comme motif d'hospitalisation. Et puis, les insuffisances cardiaques et respiratoires, souvent, c'est chez les femmes ayant une pathologie préexistante. Donc, MAT et HELP, vous voyez, c'est quand même une des étiologies les plus fréquentes. Quand je dis que c'est 70% des cas avant l'accouchement et entre 27 et 37 semaines d'aménorrhée, donc c'est assez tardif. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a quand même 30% qui surviennent dans les suites de l'accouchement. D'accord? Donc en postpartum uniquement. Alors le diagnostic de HELP syndrome, c'est une hémolyse. Donc vous devez rechercher l'anémie, vous devez rechercher l'augmentation des LDH, l'augmentation de la bilirubine libre, l'effondrement de l'aptoglobine, les schizocytes qu'on voit sur les frottis en cimier de casque et qui correspondent à la fracture des globules rouges quand ils passent au niveau des microthromboses dans les petits vaisseaux, donc dans les capillaires. Et puis, vous devez bien sûr éliminer une anémie hémolytique et donc rechercher le test de Coombs qui doit être négatif. Ça, c'est le diagnostic. L'hémolyse, elle s'associe à une cytolyse hépatique qui doit être à plus de 10 fois la normale.
Et puis, il y a une thrombopénie du fait de l'activation plaquettaire, puisque le primum movens va être l'activation plaquettaire, et donc cette thrombopénie va survenir rapidement. Donc la MAT, qu'est-ce que c'est que cette microangiopathie thrombotique? C'est un groupe hétérogène de pathologies qui ont une atteinte commune qui est histologique. C'est l'atteinte microthrombotique au niveau des vaisseaux dans la microcirculation. C'est aussi pour ça qu'il faut aller rechercher, faire un ECG et regarder ce qui se passe au niveau cardiaque. Donc, il y a une association qui est plus ou moins complète de microthrombose avec une hyperagrégabilité plaquettaire, la thrombopénie périphérique qui en résulte, la fragmentation des globules rouges, donc par hémolyse mécanique, donc c'est une anémie avec schizocytose, et puis il en résulte des défaillances d'organes cérébrales, hépatiques et rénales. Oui? J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui a levé la main. C'est pourquoi? Tu peux écrire sur le QR ou sur discuter? Si quelqu'un a levé la main? Non? Bon, alors je continue, sinon tu relèves la main. OK? Donc, l'histologie, le L, vous voyez les lésions histologiques au niveau de l'endothélium. La microthrombose vasculaire, c'est ce qu'on voit quand on biopsie le foie. Mais vous voyez que cette nécrose hépatique, en fait, elle atteint, et ça, c'est des coupes de foie chez une patiente qui avait été transplantée, et vous voyez que ça atteint vraiment le foie de manière importante avec des plages d'ischémie. On peut voir ces atteintes à l'échographie, mais surtout à l'IRM ou au scanner, des plages d'ischémie hépatique. Et surtout, c'est ces plages d'ischémie hépatique qui peuvent se rompre et saigner dans la capsule et faire ce qu'on appelle l'hématome sous-capsulaire du foie. Donc, ça saigne et ça reste dans la capsule. Si jamais il y a beaucoup de zones de nécrose, cet hématome sous-capsulaire du foie peut se mettre sous tension et se rompre dans le grand ventre et faire un état de choc hémorragique associé avec un hémopéritoine. Et là, c'est la catastrophe parce que c'est extrêmement difficile à emboliser. Généralement, c'est chirurgie en urgence pour packing. D'accord? Donc, voilà sur le plan histologique ce que donne le HELP. Et donc, bien sûr, il est important de traiter ces patientes le plus rapidement possible pour éviter que les plages de nécrose s'aggravent. Ça va? On continue. Alors, devant le tableau que présente cette patiente, le diagnostic de stéatose aiguë gravidique, stéatose hépatique aiguë gravidique, CHAG, peut être récusé. La prise en charge de l'HTA est indispensable avec un contrôle strict de celle-ci. Un remplissage peut être nécessaire. Devant ce tableau clinique, une carence en vitamine B12 doit être recherchée et le seul traitement du HELP est l'accouchement. Je vous laisse réfléchir. Yacine. B, ouais, super. Et C, oui, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre proposition? A, le diagnostic de stéatose aiguë gravidique peut être récusé. B, C, oui. B, C, E. Ouais. OK. Alors, c'est A, B, C, D. Devant le tableau que présente cette patiente, le diagnostic de CHAG est peu probable. Oui, il est peu probable
parce qu'il n'y a pas vraiment de signe d'insuffisance hépatocellulaire, mais on va le revoir. La prise en charge de l'HTA est indispensable avec un contrôle strict de celle-ci. Alors ça, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est ça. C'est vraiment indispensable de contrôler l'hypertension artérielle. Un remplissage peut être nécessaire. Oui, ces femmes sont facilement hypovolémiques et donc il faut vraiment évaluer, notamment à cause de l'atteinte rénale. Vous avez vu qu'elle avait une insuffisance rénale avec un doublement de ses chiffres de créatinine. Elle est oligurique, 400 ml. Et donc, il faut évaluer l'état hémodynamique et la volémie parce qu'elles ont tendance parfois à avoir des suffusions digestives et des acides qui apparaissent, donc attention. Devant ce tableau clinique, ça, vous n'avez pas du tout identifié ça. Ce tableau clinique, la carence en vitamine B12 doit être recherchée, c'est indispensable. On va le revoir. Il y a la carence en B12, maladie de Birmer, et la carence en vitamine PP et en folate peut donner exactement le même tableau, mais vraiment exactement le même tableau. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre alimentation contient de moins en moins de vitamine B12, que cette vitamine est extrêmement consommée aussi par le bébé et que du coup, la femme enceinte est naturellement carencée en B12. Donc, ça peut mimer exactement le même tableau. Ça donne des hémolyses. Ces hémolyses, elles ne sont pas périphériques, mais elles sont centrales, mais ça donne des schizocytes, ça donne une petite augmentation des transaminases. Et donc, ça peut faire mimer le tableau exactement. Donc, il faut le chercher. Et le seul traitement du HELP et l'accouchement, oui, c'est l'accouchement, bien sûr, mais il y a aussi la correction de l'hypertension artérielle. Donc, ce n'est pas le seul traitement. C'est l'accouchement plus la prise en charge de l'HTA. Alors, le diagnostic différentiel d'une microangiopathie thrombotique, on va se retrouver devant une anémie hémolytique, une thrombopénie et des défaillances d'organes. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle les... alors, à lever la main. Oui, Roland, qu'est-ce que je peux pour toi? Tu ne veux pas poser ta question quelque part? Soit dans le chat, soit... Roland. Tu peux poser tes questions dans le chat. Donc, pardon. Donc, il y a ce qu'on appelle les syndromes, les microangiopathies thrombotiques primaires. C'est le SHU, le syndrome hémolytique et urémique. Roland, tu lèves la main encore, mais je ne sais pas comment te répondre si tu ne me dis pas ce qui ne va pas. Je ne vois pas ton message. Tu peux, dans le Q et R, poser ta question. Donc, c'est le SHU qui principalement donne une atteinte rénale et glomérulaire ou le PTT, avec l'atteinte plutôt neurologique et cardiaque et en général, il n'y a pas de cytolyse hépatique. Soit on est dans les maths secondaires et donc la maths de la grossesse, elle est secondaire à la grossesse, d'accord? Mais donc, on est dans la grossesse, on est dans le syndrome catastrophique aussi des antiphospholipides, le CAPS, qui va donner des thromboses, un allongement du TCA, les auto-anticorps antiphospholipides. Donc, ça peut donner le même tableau que cette situation que nous avons actuellement. Et puis, le diagnostic différentiel de l'atteinte hépatique au cours de la grossesse, on en a parlé, c'est le CHAG qui va donner une atteinte digestive hépatique et une rétention biliaire importante, et puis les carences en B12 et en folate qu'il faut doser. Alors le HELP, on l'a vu, le HELP, il y a une hémolyse, il y a des LDH et l'augmentation des enzymes hépatiques est très importante. Il y a une protéinurie et une thrombopénie qui sont souvent sévères, d'accord, inférieures à 60 000, ça peut aller aux alentours de entre 20 et 40 000. Il y a
il peut y avoir une atteinte rénale, celle-ci n'est pas très sévère en général. Il n'y a pas d'insuffisance hépatocellulaire, donc il n'y a pas d'hypoglycémie, et il peut y avoir comme complication une CIVD. La dame stress, on reverra après, et la dysfonction, c'est principalement le foie. Le PTT, c'est le diagnostic différentiel. La dame stress est indétectable, et c'est surtout la protéinurie est moins sévère, mais l'atteinte rénale est souvent plus importante. Le troisième diagnostic différentiel, c'est le SHU, où là, on a généralement, dans le cadre du SHU, une insuffisance rénale aiguë galopante du fait de l'atteinte microcirculatoire et une oligoanurie très rapide. Voilà, et le bilan est toujours normal. Et puis le CHAG, qui peut parfois poser problème avec le HELP, eh ben, il va y avoir une élévation des enzymes hépatiques très importante comme le HELP, mais par contre, la thrombopénie est souvent normale, vraiment souvent normale. Elle peut être parfois présente, mais souvent c'est parce qu'on est dans une situation d'hémorragie de la délivrance associée. Par contre, il y a des signes d'insuffisance hépatocellulaire qui sont très importants. Il y a le facteur 5 et le TP qui sont effondrés. Il peut y avoir une CVD. Il y a souvent des hypoglycémies. Et il y a un tableau clinique souvent qui est plus, qui n'est pas aigu. Quand on interroge correctement ces patientes, on retrouve la notion de nausée, de vomissement, de douleur abdominale depuis plusieurs jours, voire semaines. Donc, maths et grossesse, on a le PTT et le SHU, qui sont les maths primitives, la dysgravidie dans le cadre de la prééclampsie, et puis les maths secondaires, infection, syndrome des antiphospholipides, etc. Donc, il faut individualiser maths et grossesse parce que, en fait, la grossesse peut se compliquer d'une microangiopathie thrombotique et peut déclencher une MAT sur un terrain favorisant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des microangiopathies qui vont se déclarer chez la femme en âge de procréer, elle va se faire, dans 10 à 20% des cas, au décours d'une grossesse. Donc, ce n'est pas la MAT due à la prééclampsie au cours de la grossesse, mais c'est le déclenchement d'un PTT ou d'un SHU atypique à cause de la grossesse. Donc, toute la difficulté va être à l'identification des deux choses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la grossesse et le postpartum sont bien sûr le terrain propice à la survenue d'une MAT et ça nécessite d'être surveillé. Pardon. Donc, le diagnostic différentiel, je ne vous le refais pas, de toutes les maths. Il est difficile et bien sûr, il va nécessiter de limiter le PTT primitif et puis d'éliminer éventuellement toutes les autres pathologies de maths secondaires, donc les maladies dissimmunitaires, les infections graves, le SHU typique, le cancer. Et puis, la transplantation, en général, dans ces situations-là, c'est assez simple. Les infections, il faut faire attention parce qu'elles peuvent avoir des infections. Et dans le péripartum, les infections à streptocoque sont assez fréquentes, notamment sur tout ce qui est endométrite. Et les endocardites, on retrouve le strepto. Donc, attention. Et puis, il faut éliminer le PTT acquis. Donc, le bilan biologique chez ces patientes, on a un bilan non spécifique quand vous avez confirmé la MAT, les folates, la B12, les troponines et CPK pour le bilan cardiaque, le bilan de la CIVD, les ANA et la recherche d'antiphospholipides, la recherche de vérotoxine s'il y a une insuffisance rénale. Je vous rappelle que le CMV et le VIH peuvent donner des microangiopathies et donc doivent être recherchés également. Donc ça, c'est le bilan non spécifique à faire systématiquement. N'oubliez pas le CUMS non plus, parce qu'on est dans une situation, et n'oubliez pas la lipasémie pour les douleurs hépatiques et
les douleurs digestives, vérifier aussi qu'il n'y ait pas une atteinte pancréatique dans ce contexte-là. Et puis, il y a le bilan spécifique qu'on fera en fonction de l'évolution avec l'activité ADAMS13 et les anticorps anti-ADAMS13, la recherche du bilan du complément C3, C4, CH50 et C1Q, les anticorps anti-facteur H et la recherche des mutations qui sont déjà un bilan un peu spécialisé si on a vraiment une MAT qui se prolonge. Ce qu'il faut savoir pour l'activité ADAMS13, c'est que l'activité ADAMS13 au cours de la grossesse normale est diminuée. Et elle est diminuée principalement au 3e trimestre de la grossesse. Elle se normalise dans le postpartum et la normalisation tarde. Il faut attendre au moins 6 semaines après le postpartum, ce qui en général, pour une femme enceinte, on parle de postpartum ou de péripartum jusqu'à 6 à 8 semaines. D'accord? Donc, par exemple, si elles font une convulsion dans les 6 semaines, voire 6 à 8 semaines du postpartum, c'est encore dû à la grossesse. Donc, ça peut être encore une éclampsie. Donc, l'activité ADAMS13, elle s'effondre au 3e trimestre, elle se normalise dans le postpartum en général au bout de 6 semaines, et elle est d'autant plus diminuée que c'est une primipare. La primipare a un terrain déjà qui est induit à une facilitation de la microangiopathie thrombotique. Chez la multipare, les dosages d'activité ADAMS13 sont plus élevés. Quand on regarde l'ADAMS13 avec l'activité avec les multimères de von Willebrand, quand on regarde dans le HELP versus la grossesse normale, ben vous voyez que dans le HELP, l'activité ADAMS13 est effondrée. Et ça fait partie du HELP, pas de manière différente elle est effondrée, mais elle n'est pas nulle, d'accord? C'est ce qu'on reverra. Les von Willebrand est augmenté du fait de l'atteinte endothéliale induite par le HELP, et il y a beaucoup de multimères de von Willebrand de haut poids moléculaire. Alors que dans la grossesse normale, vous voyez que le von Willebrand est moins élevé parce qu'il y a moins d'atteinte endothéliale. Donc ça, c'est le stigmate de l'atteinte endothéliale. Et puis, il n'y a pas normalement dans la grossesse normale de multimère de von Willebrand de haut poids moléculaire. Et tout ça doit se normaliser dans le postpartum et dans le post-HELP. La carence en folate, donc c'est ce que je vous disais, hein, il y a pas mal de cas cliniques, il y a pas mal de littérature un peu petite série, 7 cas, 10 cas, mais en tout cas, ça mime exactement et c'est tellement facile à corriger. Donc, dans le bilan initial, devant toute microangiopathie chez la femme enceinte ou toute hémolyse chez la femme enceinte, doser la vitamine B12 et les folates et compenser si celle-ci est diminuée. Donc, dans les jours suivants, on revient à notre cas clinique. La patiente va aggraver son insuffisance rénale et sa thrombopénie. Quelles sont les complications du HELP? L'insuffisance rénale est une complication possible. La CIVD est classique. L'hématome sous-capsulaire du foie va nécessiter un geste chirurgical. L'évolution est le plus souvent favorable et l'hématome rétroplacentaire est la complication la plus fréquente. Je vous écoute. Je vous lis. À votre avis? Oh, je me sens seule là. Hein? On avance. L'insuffisance rénale, c'est une complication possible, mais elle est assez rare de manière aiguë dans le HELP. Souvent, on dit entre 8 à 20% des HELP. Et cette insuffisance rénale est une nécrose tubulaire aiguë. D'accord? Il peut y avoir une atteinte microcirculatoire, mais souvent elle est rare et elle n'est pas vraiment glomérulaire, sauf c'est vraiment une nécrose tubulaire aiguë.
La CIVD est classique, 20% des cas, et d'autant plus s'il y a eu une hémorragie de la délivrance. L'hématome sous-capsulaire du foie, non, pas de geste chirurgical, surtout pas y toucher. Tant qu'il n'est pas rompu, on n'y touche pas, on le surveille. Il peut être très gros, on le surveille. Le risque est sa rupture, mais on surveille. Et bien sûr, il ne contre-indique pas la porte de la ceinture de la sécurité si jamais il y en a. L'évolution est le plus souvent favorable, ça c'est vrai, la mortalité est de l'ordre de 1% pour les HELP. Et par contre, l'HRP est une complication fréquente, aux alentours de 16%, deuxième position des complications. Et donc là, souvent, il y a un risque de mort fœtale s'il y a un hématome rétroplacentaire. Alors, qu'est-ce qui est important de retenir? Chez les patientes prééclamptiques, ici, on a regardé un peu les plaquettes et le TP chez les patientes prééclamptiques, chez des patientes avec des hémorragies du postpartum et chez des patientes ici, la troisième, est présentant un HELP. On a regardé les plaquettes et le TP. Chez les patientes prééclamptiques, vous voyez que la thrombopénie, elle est souvent modérée et elle se normalise assez rapidement dès le 3e jour. Chez l'hémorragie du postpartum, la thrombopénie est souvent assez importante, mais elle se corrige rapidement. Et surtout, généralement, maintenant, la prise en charge est tellement bien réalisée par nos confrères anesthésistes réanimateurs que le plus souvent, le bilan est quasiment normalisé quand les patientes arrivent en réanimation. Dans le HELP, la thrombopénie est très aiguë, elle peut être sévère, aux alentours de 40-50 000 plaquettes, et assez rapidement, à partir du 3e jour, elle va se normaliser également. Et à partir du 3e jour, c'est dépendant de la prise en charge de la tension artérielle. Si votre prise en charge est correcte sur le plan de la tension artérielle, normalement, vos plaquettes remontent. Donc, attention à bien traiter les patientes et à normaliser leur tension de manière soutenue, ça veut dire continue, nuit et jour. Donc, ça veut dire qu'elles doivent avoir une surveillance tensionnelle très rapprochée. Concernant le bilan de coagulation, vous voyez ce qu'on avait observé, les prééclamptiques, elles n'ont pas d'atteinte de la coagulation. La coag est normale. Dans le HELP, c'est exceptionnel qu'elles aient une petite baisse de TP, et si elle existe, elle est très, très courte et généralement elle est faible. Dans l'hémorragie du péripartum ou du postpartum, elle peut être très importante, mais ça va dépendre de la qualité de la prise en charge chez ces patientes. Par les anesthésistes. Et je vous dis, cette étude est un peu vieillotte et elle a été refaite il y a un petit moment par Marie Frima qui a trouvé exactement les mêmes résultats. Généralement, cette diminution des facteurs de la coagulation avec la baisse du TP est très vite corrigée dès l'admission en réanimation du fait de la transfusion et des stratégies transfusionnelles actuellement dans l'hémorragie du péripartum. Est-ce que je pense que vous avez déjà eu le cours là-dessus ou vous l'aurez très bientôt. Donc, mon message là, si vos plaquettes ne se normalisent pas à partir du 3e jour, il y a un problème. Soit votre tension n'est pas contrôlée, soit il y a autre chose. Donc, on surveille les plaquettes, on corrige la tension et si au 3e jour, ce n'est pas en train de remonter, c'est qu'il y a un souci qui arrive. L'IRM rénale. L'IRM rénale, elle peut aller regarder la nécrose corticale. Alors, la nécrose corticale dans l'IRM rénale, elle apparaît souvent pour des microangiopathies thrombotiques très sévères ou pour des hémorragies très sévères avec état de choc. Cette IRM n'est jamais une urgence. Le liseré et l'hyposignal, il est très intense en général dans les 15 premiers jours, donc c'est jamais une urgence. Et surtout dans ces situations-là, on ne va pas aller balader une malade pour faire une IRM rénale et ça se normalise. Le liseré peut commencer à diminuer dans le mois et puis ça peut aller jusqu'à 6 mois après la récupération pour la nécrose corticale. Donc, bien sûr, la nécrose corticale, c'est un diagnostic différentiel au cours de l'état de choc hémorragique, mais il n'y a vraiment pas d'indication à faire une IRM en urgence dans les premières 24 heures, voire la première semaine, sauf situation extrêmement particulière. Alors,
on revient à notre malade. La MAT de la grossesse est une MAT secondaire. Le profil hémostatique particulier de la grossesse explique sa constitution. Le traitement passe par les traitements antihypertenseurs. Le HEP ne survient jamais en postpartum et le pronostic de ces patientes à long terme n'est pas modifié. ACED, ACDE, pardon, ACE, ACB, ACB, oui, alors donc c'est ABC, oui, la MAT de la grossesse, elle est secondaire, hein, d'accord, c'est pas une MAT primitive. Le bilan explique sa constitution, c'est ce qu'on a vu avec la diminution de l'Adams 13 et le profil particulier avec cette baisse de l'Adams 13. Le traitement passe par l'antihypertenseur, ça c'est une réalité. 30% surviennent en postpartum, donc attention, surveillance du bilan hépatique en postpartum, surtout s'il y a des signes digestifs. Et puis le pronostic, à long terme, il est modifié. Maintenant, on sait que toutes les patientes prééclamptiques ou qui ont des pathologies, deux participants ont levé la main, mais je n'arrive pas à savoir comment, est-ce que vous voyez, vous ne pouvez pas poser vos questions dans le chat? Donc, le pronostic de ces patientes est modifié. On va revoir ça. Donc, la MAT de la grossesse, elle est secondaire. Le déficit en Adams 13 est absolu. Donc, le PTT primitif, il est exceptionnel. Et le pronostic et le profil hémostatique, c'est le déficit en Adams 13 hein, qui est partiel chez la femme enceinte. C'est l'hyperfibrinogénémie induite par le syndrome inflammatoire. Hein. C'est l'augmentation de la sécrétion de facteurs von Willebrand. Et puis, on a aussi une diminution des anticoagulants physiologiques de la grossesse, l'antithrombine, la protéine S, la protéine C, et donc, ils vont favoriser éventuellement l'apparition de microthrombose. Alors, l'évolution dans les suites de notre patiente, on a pris en charge sa tension avec un traitement par Trandate, puis Loxène, puis IEC. Est-ce qu'il y a des questions là? Non. On a une bonne évolution sur la cicatrice, l'aggravation de la fonction rénale persiste et s'aggrave avec persistance de l'oligurie, la créate continue d'augmenter jusqu'à 22 créatinine. Il y a toujours cette stigmate de lyse, hein, vous l'aviez vu dans le premier bilan, elle avait 5,2 de kaliémie, ça c'est un stigmate de lyse cellulaire. Vous savez, il avait aussi 44 de phosphore, et là 52, c'est un stigmate de lyse cellulaire, hein, attention. Le phosphore et le potassium sont principalement en intracellulaire, donc si vous avez des LDH augmentés, une kaliémie augmentée, une phosphorémie augmentée, c'est que vous avez une lyse qui persiste, hein, et qui persiste malgré le traitement antihypertenseur bien conduit. La cytolyse hépatique s'améliore, les plaquettes par contre continuent de baisser, la pto reste effondrée, le TP est à 76%, l'hémoglobine continue de chuter, son fibrinogène est anormalement bas pour une femme enceinte hein, qui a normalement un syndrome inflammatoire et une hyperfibrinogénémie. L'antithrombine a été dosée subnormale à 103, la protéine C un peu basse à 85 et la protéine S à 64%. On a fait une électrophorèse des protéines sériques qui montre une hypoprotidémie, une hypocéromaldinine, une hyperalpha-1, une hypogamma. Le dosage des anticorps en K et ANA sont négatifs. La voie classique du complément, le dosage sont normaux. La vitamine B12 et les folates sont normaux, limite bas. Et puis, le dosage de l'Adams 13 est revenu inférieur à 1%, avec un taux d'inhibition à 100%, sans anticorps retrouvés. Donc, quelles sont les propositions exactes? Le diagnostic de PTT peut être évoqué. La prise en charge thérapeutique nécessite la réalisation de plasmaphérèse.
L'utilisation de plasma frais n'est pas nécessaire. Du fait de la césarienne, la transfusion plaquettaire est indispensable. La prescription de plasmaphéreuse est suffisante. Pardon. Y a-t-il une explication de la survenue du HELLP syndrome en postpartum, sachant que l'extraction reste le traitement? Ben, c'est ce que je te disais, hein, Iman. En fait, on considère que la femme enceinte, elle est encore femme enceinte pendant les 2 mois du postpartum. Donc, manifestement, le fait de l'accouchement, eh ben, même s'il y a eu extraction fétale, elles peuvent déclencher un HELLP syndrome. 30% en postpartum. La seule chose, c'est que chez ces patientes-là, il faut aller vérifier que ça ne soit pas un SHU ou un PTT qui arrive, d'accord? Mais en tout cas, on n'a pas forcément d'explication. Mais en tout cas, une femme enceinte, elle reste enceinte ou équivalente enceinte avec les modifications physiologiques de la femme enceinte pendant les 2 mois qui suivent le postpartum, qui suivent l'accouchement. ASC, non, ASC. Donc, le diagnostic de PTT peut être évoqué, oui. La prise en charge de la thérapeutique nécessite la réalisation de plasmaphéreuse, oui. L'utilisation de plasma frais n'est pas nécessaire, ben, si, puisqu'on va faire des plasmaphérèses au plasma. Et puis, du fait de la césarienne, la transfusion plaquettaire est indispensable. Non, ça c'est faux. Vous savez qu'en cas de MAT, si vous amenez des plaquettes, vous allez aggraver la microangiopathie. Donc, c'est vraiment une contre-indication absolue à la transfusion plaquettaire. Même pour mettre le cathé, même si elles ont 1000 plaquettes, on ne met pas de plaquettes. D'accord? C'est un état prothrombotique. Vous avez vu qu'elles ont une hyperfibrinogénémie, etc. Donc, il y a trop de risques à aggraver la microangiopathie thrombotique. Donc, en cas de microangiopathie thrombotique, il y a une contre-indication absolue à la transfusion de plaquettes. Et la prescription de plasmaphéreuse n'est pas suffisante parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a un traitement médicamenteux. Donc, attention, hein, MAT, on dose la dame stress, soit la dame stress est effondrée, il faut évoquer un SHU, soit normal, pardon, il faut évoquer un SHU, soit elle est effondrée, et donc c'est un PTT avec anticorps positif ou anticorps négatif. Mais effondrée, c'est moins de 10%, d'accord? Parce qu'une Adams 13 à 40%, c'est ce qu'on peut observer au cours de la grossesse normale. La stratégie thérapeutique, ben vous savez que, enfin non, vous ne savez peut-être pas, mais en tout cas, avant, la microangiopathie thrombotique, c'était vraiment notre angoisse suprême parce qu'on avait une mortalité qui était très importante. À partir de 81, il y a eu les plasmaphérèses avec les échanges plasmatiques et au plasma frais congelé, et donc la mortalité était inférieure à 20%. Sauf que 20% de mortalité chez des femmes jeunes ou des personnes jeunes, c'était quand même encore trop. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont confirmé l'intérêt des échanges plasmatiques. Et dans ces microangiopathies thrombotiques, ce qui avait été aussi proposé, corticothérapie, immunomodulateur, de la splénectomie, surtout dans les microangiopathies thrombotiques chroniques, les antiagrégants, tout ça, c'était négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut récidiver et on avait quand même des décès aux alentours de 10 à 15%. Donc, le traitement de référence avec un niveau 1 concernant les niveaux de preuve, c'est la plasmaphérèse avec une masse plasmatique à 2 volumes plasmatiques par échange et restitution au plasma frais congelé. Et donc, c'est l'équivalent à peu près de 60 ml par kilo de PFC. Et c'est vraiment au PFC, hein, d'accord? Ce n'est pas des plasmaphérèses à autre chose que le PFC parce que manifestement, on ramène ce qui est utile à la substitution dans le cadre de la MAT par le plasma frais. Et donc, ces échanges plasmatiques, ils doivent se faire de manière quotidienne jusqu'à ce qu'on ait des plaquettes au-delà de 150 000. Et puis après, on décroît de manière progressive. Et puis, on surveille bien sûr les paramètres d'hémolyse. Alors, la plasmaphérèse, c'est quelque chose qui est quand même associé à un certain nombre de complications. Mineures,
du rash, de l'hypotension artérielle, majore des chocs anaphylactiques, des infections, mais aussi des hémorragies, des thromboses. Les hémorragies, on ne les retrouve pas quand on le fait au plasma frais congelé, puisqu'on substitue avec du plasma, donc il n'y a pas de risque hémorragique. Mais par contre, il reste un risque thrombotique. Et puis, il y a des études qui ont montré qu'il y avait quand même des décès. Après, il faut y associer le rituximab, avec un protocole que vous retrouverez partout. Donc, on peut prémédiquer. Et puis, on y associe le caplacizumab, qui va bloquer la liaison entre le facteur von Willebrand et les plaquettes. Et puis, ça va arrêter, mais immédiatement, l'agrégation plaquettaire et la progression des microtrombies. Voilà. Donc, globalement, ce qui est recommandé, c'est les plasmaphérèses, la corticothérapie s'il y a des anticorps, le Ritux et le Kaplan. Voilà, et donc l'étude qui a permis de montrer l'efficacité, c'est on confirme le diagnostic de PTT, la DAMS13 est inférieure à 10%, on a le diagnostic clinique, souvent des plaquettes qui sont effondrées, le dosage de l'activité qui est effondré, on fait le Kaplan, les échanges plasmatiques, le Ritux, avec le protocole G1, G2, J4, J8, et puis après, on espace. Voilà. En général, les patientes après sortent de réanimation et sont suivies en néphrologie. Si on était avec un syndrome, un SHU atypique, à ce moment-là, il faut contrôler aussi l'hypertension artérielle, pareil qu'avec le PTT. Il faut rechercher les autres étiologies, notamment la quinine. Et puis, c'est l'éculizumab à ce moment-là qui va bloquer le C5. Et donc, en général, simplement à l'éculizumab, maintenant, on bloque et on remonte, ça permet de remonter très très vite les plaquettes. Il faut chercher l'histoire familiale et génétique. Et puis, bien sûr, la volémie qui est toujours à évaluer. Alors, notre jeune femme, elle récupère rapidement sa fonction rénale, sa thrombopénie avec le traitement qui a été mis en place, plasmaphérèse, etc. Elle est sortie le 8 octobre. Son ADAMS13 est passé de 1% à 76%. Et elle avait récupéré assez rapidement, en fait. Et donc, son hémoglobine A6, ses LDH avaient baissé, ses schizo aussi, ses plaquettes s'étaient normalisées. Et puis, le contrôle tensionnel s'était réalisé avec trithérapie. Et donc, en fait, cette jeune femme, on n'avait pas eu le temps de la plasmaphérèse. Et en fait, le temps qu'on fasse le bilan, elle avait normalisé ses plaquettes toute seule. Et donc, elle avait un trait de PTT, mais en fait, qui a été déclenché par la grossesse. Et l'arrêt de la grossesse a permis de l'arrêter spontanément. Donc, au total, la première cause de MAT au cours de la grossesse, c'est le syndrome HELP. Mais le diagnostic différentiel, il est difficile. Il est difficile avec le PTT, il est difficile avec le SHU. J'aurais pu vous mettre exactement un cas clinique identique. Avec un SHU, on l'a eu il y a quelques mois dans le service. Quelques mois dans le service, je l'ai revue en consultation et elle a moins bien récupéré sur le plan rénal. Donc, toute MAT cliniquement symptomatique doit faire interrompre la grossesse, parce que sinon, ça va continuer d'évoluer et donc avec des atteintes rénales et hépatiques qui peuvent être extrêmement sévères et surtout qui peuvent se pérenniser avec l'apparition de lésions vraiment qui peuvent se pérenniser. La non-correction de la thrombopénie après 3 jours du postpartum, il faut rechercher et là, il faut faire le bilan spécifique, le complément, la DAMS13, etc. D'accord ? Avant 3 jours, je pense qu'on peut observer, sauf s'il y a des signes qui sont très importants. Dans le doute, je vous remercie de prendre avis auprès des équipes entraînées pour discuter des traitements spécifiques. Et les équipes entraînées, c'est les réanimateurs qui s'occupent de ces patients. Les néphrologues, bien sûr, même s'ils ne voient pas ces patientes à la phase initiale. Et donc, attention à la surveillance
chez ces patientes, non seulement de la tension artérielle, mais aussi du bilan d'hémolyse et des défaillances qu'on peut observer à cause de la microangiopathie thrombotique. Je pense que j'ai fini. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans les temps. 20 heures pile. Parfaitement dans les temps, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était super clair, parce qu'en effet, c'est difficile de réussir à faire le diagnostic de ces maths. Il y a peut-être des questions parmi les étudiants. On va regarder ça ensemble. Je vois des mains qui se lèvent, mais j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir. Tu n'arrives pas à voir les questions? Les questions. Bah alors moi, j'en aurais une pour toi. Tu as partiellement répondu à la fin. On est toujours un peu en difficulté sur le timing des, disons, diagnostics différentiels. On part la plupart du temps chez nos parturientes sur des diagnostics de HELP plus ou moins aggravés dans des contextes hémorragiques, parce que aussi souvent elles saignent un peu. Donc, selon toi, à quel moment ou à quel, disons, seuil de plaquettes à J3 il faut s'inquiéter sur un diagnostic différentiel d'un HELP? Alors, le seuil, je ne saurais pas trop dire parce que je pense que c'est la cinétique de normalisation. Des plaquettes qui ne bougent pas alors que le contrôle tensionnel est bon, je m'inquiéterais très vite. Des plaquettes qui remontent doucement avec un bon contrôle tensionnel, bon, je me laisserai un peu de temps. Et des plaquettes qui restent à un seuil en dessous de 60 000, au-delà de 3 jours, je m'inquiète tout de suite. Donc, je pense que la normalisation plaquettaire, elle doit être assez rapide sur les 3 premiers jours. Et si ça persiste en dessous de 60 000, il y avait une étude qui avait été faite par Virginie Mignot, qui est maintenant à Valenciennes, et qui a montré qu'il y avait une très grande sensibilité et spécificité de l'association stigmate d'hémolyse plus plaquette inférieure à 60 000 pour une math primitive. Donc, moi, en dessous de 60 000 plaquettes, au 3e jour, hein, à J3 de l'accouchement, pas à J3 de l'hospitalisation en réanimation. À J3 de l'accouchement. Ouais. Ouais, c'est souvent une question qui est posée par les plus jeunes ou la garde. C'est vrai que parfois, on a des patientes qui ont des thrombopénies extrêmement profondes qui mettent un peu de temps à se normaliser. Alors, on a l'impression qu'il faut chercher aussi les facteurs qui peuvent parfois ralentir la normalisation aussi des plaquettes. Oui. En Donc, ça veut dire que l'infection, éliminer absolument une infection. Dans les infections, c'est la thrombose des veines ovariennes. Donc, ça peut être une indication de faire un scanner du petit bassin pour rechercher cette thrombose. Et c'est parce que c'est une thrombophlébite des veines des veines ovariennes qu'il faut aller rechercher. Il faut aller rechercher une thrombose des membres inférieurs. Vous savez comme moi que la femme enceinte est particulièrement à risque de faire une thrombose des. Donc, il faut éliminer les diagnostics différentiels de thrombopénie, l'HTA, la thrombose des veines des membres inférieurs, la thrombophlébite du petit bassin, l'état septique sous-jacent. Et à partir de là, si à J3, elle continue d'être en dessous de 60 000, là, il y a un problème. Il faut lancer la DAMS 13. Tu rajouterais autre chose? Non, non, pas du tout. Là, il y a des questions qui apparaissent sur le chat. Alors j'avoue que je n'ai pas l'expérience du sildenafil. On ne l'a pas testé, nous, on ne l'a pas utilisé, on n'a pas cette pratique-là du tout, mais effectivement, Alexandre l'utilise beaucoup. Il est très convaincant là-dessus. Je n'ai pas cette expérience-là et il faudrait qu'on s'y mette, mais pour l'instant, je trouve qu'on a
relativement peu de problèmes pour contrôler les hypertensions artérielles dans le postpartum. En général, en 24-48 heures, on a le contrôle qui est correctement réalisé avec le traitement IEC qui va être poursuivi au long cours. Donc, j'avoue que la population des femmes enceintes que nous avons à Lille est assez différente de la population des femmes enceintes que peut avoir Alexandre à Paris, qui sont des populations ayant des hypertensions artérielles beaucoup plus sévères que les nôtres, du fait de leurs origines ethniques, du fait de l'absence de surveillance souvent, donc elles arrivent avec des niveaux d'hypertension artérielle beaucoup plus sévères, et puis souvent des hypertensions qui sont beaucoup plus chroniques au préalable. Donc, j'avoue que nous, on n'a pas vraiment utilisé ce traitement-là, et donc j'en ai pas d'expérience. Les échanges pneumatiques d'emblée, dès que le diagnostic est établi, oui, s'il y a une indication aux échanges, il faut échanger ces patientes. Maintenant, ça peut se poser dans le diagnostic différentiel du SHU d'utiliser comment il s'appelle? Eculizumab. Eculizumab, parce que ça va très très vite maintenant l'eculizumab. Et donc, en fait, maintenant, les SHU, j'aurais tendance à dire utiliser très rapidement l'eculizumab quand on a confirmation du diagnostic et qu'on a vacciné la patiente, hein, parce qu'il faut quand même attention au risque infectieux avec l'éculi. Et ça permet d'avoir moins de morbidité induite par les échanges plasmatiques chez ces patientes, qui ont déjà en plus souvent la dialyse. Donc, ça fait dialyse-échange plasmatique. Si on peut éliminer les échanges plasmatiques, on a tendance maintenant à dégainer assez vite l'éculizumab. Je n'ai pas l'expérience de l'avacopan. Moi, j'aurais encore une question concernant le pronostic rénal, justement, de ces patientes-là qui arrivent souvent avec une touche rénale. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Alors, le pronostic rénal, il est extrêmement sévère. Sur les patientes et la série qui avait été reprise par Marie Frima, on avait 40% d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique, ce qui est quand même énorme. Quand on pense à des femmes jeunes en âge de procréer, souvent c'est une première grossesse. Quand on a une insuffisance rénale chronique, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une deuxième grossesse. Donc le pronostic rénal, il est vraiment important. Effectivement, la MAT donne une nécrose corticale qu'on peut identifier à l'IRM. L'IRM, en général, à J15, permet d'identifier l'importance de la nécrose corticale. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut dégainer assez rapidement l'éculi, parce que ça permet, dans le cadre du SHU, en tout cas, de récupérer, d'arrêter la génération de thrombose et donc l'atteinte microthrombotique rénale, et donc d'avoir un meilleur pronostic rénal probablement. Par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que généralement, elles vont récupérer quand même une diurèse, heureusement, parce que c'est quand même plus facile de gérer une insuffisance rénale avec une diurèse conservée que anurique. Et il faut en général attendre 1 an pour fixer le pronostic rénal. On a vu des récupérations pouvant aller jusqu'à 1 an. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut dégainer vite si c'est un SHU. C'est pour ça que J3, ben voilà, c'est déjà commencer à réfléchir rapidement à partir de J3. Quand vous les voyez dans les hôpitaux périphériques, on est souvent appelé très tardivement. Il faut appeler autant que ce soit Alexandre, Ertig, hein, autant moi, autant Sophie, autant, je pense, tous les orateurs que vous aurez au cours de cette session, même avec Max, vous pouvez nous appeler. Je pense qu'il y a vraiment un apprentissage particulier chez ces femmes-là qui est un petit peu difficile. Et donc, il ne faut pas hésiter à appeler, que ce soit l'un, l'autre, le troisième ou le quatrième,
parce que c'est parfois très compliqué. Les tableaux peuvent être très intriqués quand il y a eu une hémorragie de la délivrance associée, et ça peut être aussi très intriqué avec le Chag. Et donc, parfois, c'est un petit peu compliqué de savoir ce qu'il faut faire dans ces situations-là. Donc, n'hésitez pas, on est toujours là à votre écoute en cas de besoin. Bah, merci beaucoup. Merci. Je crois qu'il y a... Ah si, encore une question. Alors, elle n'est pas fonctionnelle, hein, ce que j'ai dit dans le HELP. C'est le plus souvent une nécrose tubulaire aiguë. Ce n'est pas fonctionnel, c'est une nécrose tubulaire aiguë. Elle n'est pas microcirculatoire. Donc, elle récupère assez rapidement et ce n'est pas dû à l'augmentation de la pression intra-abdominale. Non, c'est vraiment une nécrose tubulaire aiguë. Voilà. Et ce n'est pas un vrai authentique syndrome hépatorénal. Non, je ne pense pas. Très bien. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous d'être là tous. Et puis bonne continuation. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez nos mails et vous pouvez nous contacter en cas de besoin. Parfait. Voilà. Merci Sophie de ta modération et bonne soirée. Merci pour cette présentation. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous.